Le nom Fabergé vaut aujourd'hui des centaines de millions de dollars. Et selon ce que l'on dit, les héritiers directs de son créateur ne touchent pas un seul centime de cet argent. C'est ce que ce documentaire va examiner. Parce que la version officielle dit que la maison Fabergé est tombée avec la révolution russe, que les bolcheviks ont tout détruit, une tragédie propre, de celle que l'histoire résume en une seule phrase. Mais il y a quelque chose que cette version ne raconte pas. L'hypothèse la mieux documentée suggère que la véritable destruction n'a pas eu lieu en 1917. Elle a eu lieu des décennies plus tard. Et tout indique que ce ne sont pas les communistes qui l'ont exécutée. J'ai passé des mois à consulter des archives et des registres de marques et des documents juridiques de 6 pays différents pour construire cette histoire de l'intérieur. Ce qui est en jeu n'est pas seulement l'héritage d'une famille. C'est la question de savoir si le capitalisme peut détruire un patrimoine aussi efficacement que n'importe quelle révolution. Tout le monde connaît les œufs Fabergé, symboles absolus du luxe impérial, œuvres d'art qui se vendent aujourd'hui pour des dizaines de millions. Mais selon des sources proches des héritiers eux-mêmes, la marque qui porte ce nom aujourd'hui, celle qui apparaît dans les rues les plus chères du monde, n'a pas de sang Fabergé. Et la famille qui en a tente depuis plus de 80 ans de récupérer ce qu'elle a perdu, non pas aux mains des bolcheviks, aux mains d'un homme d'affaires américain et d'un flacon de parfum. Et Saint-Pétersbourg, 1885, l'hiver le plus froid de la décennie. Le tsar Alexandre tient entre ses mains un objet qu'il n'a jamais vu. Une coquille d'or blanc émaillée de la taille d'un poing. Il l'ouvre. À l'intérieur, un jaune d'or. Il l'ouvre aussi. À l'intérieur du jaune, une poule en or massif. Et à l'intérieur de la poule, une couronne miniature ornée d'un rubis. 4 couches de surprise enfermées dans l'espace d'une paume. Il la tend à son épouse, l'impératrice Maria Féodorovna. Elle la regarde et ne dit rien pendant plusieurs secondes. Ce silence, selon les archives de l'époque, a tout changé. L'homme qui avait fabriqué cet objet s'appelait Peter Karl Fabergé. Et en 1885, il n'était pas exactement un inconnu, mais il n'était pas encore ce qu'il allait devenir. La maison Fabergé était née 43 ans plus tôt, en 1842. Il y a quand son père, Gustave, un orfèvre d'origine huguenote française, qui avait traversé la moitié de l'Europe, ouvrit un petit atelier dans la rue Bolchaïa-Morskaïa à Saint-Pétersbourg. Ce n'était pas un atelier impérial. C'était une affaire de joaillerie respectable, mais modeste. Gustave prit sa retraite en 1860 et laissa l'entreprise entre les mains de gérants extérieurs pendant que Karl parcourait l'Europe pour apprendre son métier à Francfort, Paris, Dresde et Florence. Karl revint à Saint-Pétersbourg en 1872. Il avait 26 ans, et ce qu'il construisit ensuite, personne ne l'avait anticipé. Parce que Karl Fabergé n'était pas simplement un artisan exceptionnel. Il était, selon ceux qui l'ont étudié de près, un chef d'orchestre. Il comprit avant tout le monde que le luxe du XIXe siècle ne se faisait pas d'une seule main, qu'il se faisait par un système. Il organisa ses ateliers avec une précision que certains historiens comparent aux grandes manufactures industrielles de l'époque. Des maîtres artisans spécialisés dans l'émail, dans les pierres dures, dans les mécanismes d'horlogerie, dans la filigrane d'or, chacun un expert absolu dans son domaine. Karl les coordonnait, les challengeait, les poussait au-delà de ce qu'ils croyaient eux-mêmes possible. Le résultat fut ce premier œuf et le silence de l'impératrice. Le tsar ne fut pas seulement satisfait, il fut, selon les documents de la cour, complètement captivé.
Il commanda un nouvel œuf chaque Pâques, et il donna à Carl Fabergé quelque chose qu'aucun client n'avait jamais donné à aucun artisan auparavant. Carte blanche, totale. Pas de design préalable, pas de description. Une seule condition, qu'il y ait une surprise à l'intérieur. Pendant les 32 années suivantes, la maison Fabergé livra 50 œufs impériaux, chacun différent, chacun unique. L'œuf du Transsibérien contenait une locomotive en or miniature qui, selon ce qu'on dit, fonctionnait vraiment. L'œuf du couronnement reproduisait le carrosse impérial avec des roues qui tournaient. L'œuf de l'horloge au serpent intégrait un mécanisme qui marquait l'heure à la seconde près. Mais les œufs n'étaient que la partie visible de quelque chose de bien plus grand. Vers 1900, la maison Fabergé était la plus grande entreprise de joaillerie de Russie. Plus de 500 artisans et designers travaillaient sous son nom dans des ateliers à Saint-Pétersbourg, Moscou, Kiev et Odessa. Ils avaient une succursale de vente à Londres. Or, le bâtiment principal de la Bolchaïa Morskaya, construit cette même année avec une façade art nouveau, abritait au rez-de-chaussée le salon de vente le plus luxueux de la ville, au-dessus les studios de design et une bibliothèque de référence, et dans la cour intérieure 4 ateliers complets, reliés entre eux. Les registres historiques suggèrent qu'entre 1882 et 1917, ils produisirent entre 150 000 et 200 000 objets, pas seulement des œufs, des étuis à cigarettes en or émaillé, des figurines d'animaux taillées dans le jade néphrite, des cadres photos, des coupes-papier, des broches, chaque pièce unique. Jamais la même chose 2 fois. Leurs clients n'étaient pas uniquement les Romanov. Toute la royauté européenne achetait du Fabergé parce que les Romanov offraient du Fabergé. L'épouse du tsar était la princesse Dagmar de Danemark. Sa sœur Alexandra serait la future reine d'Angleterre. Les pièces voyageaient de Saint-Pétersbourg à Copenhague, à Londres, à Berlin. Ce qui avait commencé comme le joaillier du tsar était devenu, selon tous les indices, le joaillier de l'Europe. En 1916, en pleine Première Guerre mondiale, Carl Fabergé prit une décision qui en dit long sur qui il était. Lorsque le gouvernement commença à réclamer des travailleurs pour le front, il reconvertit une partie de ses ateliers en production de matériel sanitaire et militaire, des seringues à Saint-Pétersbourg, des douilles d'artillerie à Moscou, pour, selon les documents internes de l'entreprise, protéger ses artisans de la conscription forcée. Cette même année, il restructura l'entreprise en société par action, capital enregistré, 3 millions de roubles, 600 actions. Une entreprise qui, selon les estimations les plus conservatrices des historiens, équivaudrait aujourd'hui à des centaines de millions d'euros. C'était le point le plus haut qu'une entreprise de joaillerie avait jamais atteint dans l'histoire de la Russie. Mais alors, vint 1917, et ce qui se passa ne fut pas seulement une révolution. Ce fut la première de 2 destructions, et la seconde, comme nous allons le voir, personne ne l'attendait. L'automne 1917 n'arriva pas d'un coup pour la maison Fabergé. Il arriva comme arrivent les vraies catastrophes, d'abord lentement, puis soudainement. Depuis février de cette année-là, la ville qui s'appelait encore Petrograd était une autre. Les Romanov avaient abdiqué, et le gouvernement provisoire tentait de maintenir un semblant d'ordre, pendant que les rues se remplissaient d'une tension que personne ne savait vraiment nommer. Et dans ce contexte, quelque chose de surprenant se passa au sein du 24 Bolchaïa Morskaya. Selon les archives de l'époque, beaucoup des citoyens les plus fortunés de Petrograd, aristocrates, marchands, familles de la haute bourgeoisie,
commencèrent à apporter leurs bijoux personnels aux ateliers Fabergé pour qu'ils les gardent en sécurité. La raison était simple et terrifiante. Le coffre-fort de Fabergé était, disait-on, le plus sûr de toute la ville. Si quelque chose devait survivre à ce qui s'annonçait, ce serait ce qui se trouvait derrière ces murs. Karl Fabergé le savait, et pourtant il continua d'ouvrir chaque matin. En octobre 1917, les bolcheviks prirent le pouvoir. Et à partir de ce moment, ce ne fut plus qu'une question de temps. La maison Fabergé ne fut pas nationalisée immédiatement, mais l'atmosphère à l'intérieur des ateliers, selon des témoignages recueillis ultérieurement, était celle de qui attend, d'un coup, qu'il sait inévitable. Les commandes avaient cessé. Les clients avaient disparu. Beaucoup d'artisans ne venaient plus travailler. Le graveur finlandais Jalmari Aikkonen, l'un des employés qui laissa un témoignage écrit de ces jours-là, se souvint des années plus tard, du moment où l'entreprise ferma définitivement. Ces mots, selon les sources qui les rapportent, furent ceux-ci. Nous restions là, debout, en silence, le cœur serré, regardant l'atelier autour de nous. En octobre 1918, le stock complet de l'entreprise fut confisqué. La maison Fabergé fut formellement nationalisée par les bolcheviks. Karl Fabergé avait quitté Petrograd des semaines plus tôt, dans le dernier train diplomatique à destination de Riga. Il avait 72 ans. Il ne portait pas de bagages. Selon ce qu'on dit, il n'emporta aucune de ses créations, aucune pièce, aucune archive, rien. Ce qu'il laissa derrière lui, c'était tout. Mais Karl ne fut pas le seul à fuir, et ceux qui restèrent le payèrent cher. Ses fils Agathon et Alexander furent arrêtés par les bolcheviks. Selon les documents historiques disponibles, Agathon fut libéré temporairement dans un but très précis. Il était le seul à avoir les connaissances suffisantes pour évaluer correctement les bijoux confisqués à la famille impériale, à l'aristocratie et aux marchands. Les nouveaux maîtres du pays avaient besoin de savoir combien valait ce qu'ils avaient volé. Et pour cela, ils avaient besoin d'un Fabergé. Agathon fit les estimations. Mais lorsque les bolcheviks tentèrent de vendre ces pièces sur le marché international et découvrirent que leurs propres évaluations étaient trop élevées pour ce que le marché déprimé de l'époque pouvait absorber, ils l'arrêtèrent de nouveau. L'hypothèse la plus répandue parmi les historiens est qu'ils l'utilisèrent comme bouc émissaire de leur propre incompétence en matière de négociation. Pendant ce temps, sa mère, Madame Fabergé, et son fils aîné, Eugène, réussirent à s'échapper d'une manière que les archives décrivent comme cinématographique. En pleine nuit, en décembre 1918, ils traversèrent la frontière vers la Finlande, à travers des forêts enneigées, en traîneau d'abord, à pied, ensuite, sans papier, sans garantie. Seulement l'obscurité et la neige entre eux et ceux qu'ils laissaient derrière. Et les œufs impériaux, les palais des Romanov avaient été pillés, les trésors transférés au Kremlin, sur ordre direct de Lénine. Des 50 œufs impériaux fabriqués par Fabergé, seulement 10 restèrent en Russie, à l'armurerie du Kremlin, où ils se trouvent encore aujourd'hui. Les autres commencèrent une dispersion qui dure jusqu'à nos jours. En 1927, Staline ordonna la vente d'une partie des œufs pour obtenir des devises étrangères. Les prix, selon les registres des transactions, étaient ridicules par rapport à leur valeur réelle. 14 œufs impériaux quittèrent la Russie entre 1930 et 1933, et certains furent acquis par Armand Hammer, homme d'affaires américain aux liens étroits avec le régime soviétique, et d'autres par des marchands londiniens spécialisés dans l'art russe. On dit que dans ce processus,
La trace de plusieurs d'entre eux fut perdue pour toujours, pas détruite, simplement disparue dans le marché, sans nom, sans histoire, sans que personne ne sache exactement ce qu'il avait entre les mains. Ce détail aura beaucoup d'importance plus tard dans ce documentaire. Carl Fabergé mourut le 24 septembre 1920 à Pully, près de Lausanne, en Suisse. Il avait 74 ans. Les documents et témoignages familiaux suggèrent qu'il ne se remit jamais du coup, pas économiquement, psychologiquement, selon ceux qui le connurent dans ces dernières années. C'était un homme brisé, est un homme qui avait construit le système de production artistique le plus sophistiqué de son époque, pièce par pièce, pendant 40 ans, et l'avait vu disparaître en quelques mois. Il ne créa plus rien après avoir fui la Russie. Mais l'histoire des Fabergé ne s'arrêta pas avec lui. Ses fils étaient vivants. Le nom restait le plus reconnu dans le monde de la joaillerie de luxe. Et avec cela, en théorie, on pouvait reconstruire quelque chose, en théorie. Parce que ce qui arriva ensuite avec ce nom, avec ces 4 syllabes qui valaient une fortune, est peut-être la partie la plus sombre de toute cette histoire. Et elle n'a rien à voir avec aucune révolution. Paris, 1924, 6 ans après la Révolution. 6 ans depuis que la famille traversa différentes frontières en fuyant la Russie. Et 2 des fils de Karl, Alexander et Eugène, prennent une décision qui en dit long sur qui ils sont. Ils ouvrent une joaillerie. Ils l'appellent Fabergé et Compagnie. Ils l'installent au numéro 281 de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Le cachet qu'ils apposent sur leurs pièces est délibérément différent de celui de Saint-Pétersbourg. Fabergé, Paris. Ils n'essaieront pas de supplanter ce qui fut. Ils essaieront de continuer ce qui reste. Mais continuer n'est pas la même chose que reconstruire. Parce que ce qu'ils avaient à Paris n'était pas la maison Fabergé. C'en était l'ombre, sans les 500 artisans, sans les ateliers, sans le système que Karl avait mis des décennies à construire. Il fabriquait des bijoux, réparait d'anciennes pièces, vendait le peu que certaines familles russes exilées avaient réussi à emporter de Russie. Un commerce digne, mais une opération modeste. Alexander mourut en 1952, Eugène en 1960. Selon les registres historiques, Fabergé et compagnie fonctionna jusqu'en 2001, 80 ans après la Révolution. Ils fermèrent la dernière porte que les héritiers directs avaient pu maintenir ouverte avec leur propre nom. Mais il y a un 3e fils dont l'histoire est moins connue. Il s'appelait Agathon Karl Théodore, connu simplement sous le nom de Théo. Ce fut le fils que les bolcheviks utilisèrent pour évaluer les bijoux confisqués. Après ses arrestations et libérations, il réussit à s'échapper à Londres, où naquit en 1922 son fils, Théo Junior, petit-fils direct de Karl. Théo Junior grandit avec le nom de famille, mais sans les ressources que ce nom aurait promis en d'autres temps. Des années plus tard, mais il commença à recevoir des commandes de collectionneurs et de musées, créant des pièces inspirées de la tradition de son grand-père. Il mourut en 2007. Sa fille, Sarah, arrière-petite-fille directe de Peter Karl, est encore en vie aujourd'hui. Et son histoire avec le nom de sa famille est l'une des plus complexes de ce documentaire. Parce que pendant que les héritiers reconstruisaient ce qu'ils pouvaient, à Paris et à Londres, quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique prenait une décision qu'aucun Fabergé ne connaissait encore. Quelqu'un avait décidé que le nom Fabergé était trop précieux pour le laisser entre les mains de ses propriétaires légitimes. Et ce qu'il en fit, comment il le fit, avec quelle aide, est ce que les héritiers eux-mêmes décrivent selon des sources proches de la famille, et comme le vol le plus élégant qu'on leur ait jamais fait. New York,
1937, et un homme du nom de Samuel Rubin, homme d'affaires au flair commercial et, selon plusieurs sources historiques, aux fortes sympathies pour le communisme soviétique, décide de fonder une entreprise de parfums. Le nom qu'il choisit n'est pas le sien, c'est Fabergé. Ce choix ne fut ni accidentel ni innocent. Selon les archives historiques, Rubin prit cette décision sur suggestion d'un ami proche, Armand Hammer, l'homme d'affaires américain qui avait fait fortune en traitant avec le régime soviétique pendant les années 20, qui avait acheté des bijoux Fabergé confisqués par les bolcheviks à des prix dérisoires et qui, selon ce qu'on dit, avait accès direct au cercle de Lénine. L'ironie que certains historiens soulignent est difficile à ignorer. Le nom du joaillier le plus célèbre des tsars, arraché par la Révolution, se retrouve entre les mains d'un homme au lien direct avec ceux qui exécutèrent cette révolution. Rubin enregistra Fabergé Incorporated en novembre 1936. La famille ne l'apprit qu'après la Seconde Guerre mondiale. Et quand elle le sut, elle n'avait pas les moyens de se battre. Selon les registres juridiques, les Fabergé obtinrent une injonction judiciaire initiale contre Rubin. Mais elle fut levée, et en 1951, un accord amiable fut conclu qui, selon des sources proches des héritiers, fut perçu au sein de la famille non pas comme une victoire, mais comme une capitulation forcée. Le prix que Rubin paya pour le droit d'utiliser le nom Fabergé fut de 25 000 $. 25 000 et pour le nom du joaillier le plus célèbre du monde. À partir de là, le nom roula sans frein. En 1964, Rubin vendit Fabergé Incorporated pour 26 millions de $, plus de 1000 fois ce qu'il avait payé pour le nom. L'entreprise passa entre les mains de George Barry et la Cologne brute devint la plus vendue au monde, promue par des footballeurs et des boxeurs. En 1989, Unilever acheta tout le paquet pour 1,550 milliard de dollars et utilisa le nom pour vendre des shampoings et des produits d'hygiène domestique. Le nom qui avait orné les œufs impériaux du tsar apparaissait désormais sur des bouteilles en plastique dans les rayons des supermarchés, selon des sources proches des héritiers. Et c'est à cette période que Tatiana Fabergé se rendit personnellement dans les bureaux d'Unilever à Paris pour leur expliquer l'importance historique du nom qu'ils venaient d'acquérir. L'hypothèse qu'elle formulait elle-même est que cette visite leur donna l'idée d'enregistrer la marque dans toutes les catégories possibles à l'international, que c'est elle, sans le vouloir, qui leur donna la carte. En 2007, Unilever vendit les droits à Pallinghurst Resources pour 38 millions de $. 5 transferts en 70 ans, aucun avec un Fabergé de l'autre côté de la table, jusqu'à ce que les nouveaux propriétaires prennent une décision qu'aucun des précédents n'avait prise. Ils décidèrent d'appeler la famille. Il y a un nombre qu'il convient de garder à l'esprit avant de continuer. 50. C'est le nombre d'œufs impériaux que la maison Fabergé livra au tsar entre 1885 et 1916. 50 objets, chacun unique, chacun irremplaçable. Et de ces 50, les archives actuelles font état de 44 en état complet ou partiel. Les 6 restants ont disparu depuis plus d'un siècle, sans trace documentée, sans localisation connue. Du moins, c'est ce qu'on croyait, parce que l'histoire des œufs Fabergé, après la Révolution, est, à bien des égards, plus étrange que n'importe quelle fiction. Elle commence avec Lénine, ordonnant le transfert des trésors impériaux au Kremlin. Elle se poursuit avec Staline, vendant 14 œufs à prix bradé entre 1930
et 1933 pour financer l'industrialisation soviétique. Et elle débouche sur un marché mondial où chaque apparition d'une pièce authentique provoque une onde de choc qui se ressent de Moscou à New York. Mais aucune histoire dans cette histoire n'est aussi extraordinaire que celle d'un mardi ordinaire de 2004 dans un marché aux puces du Midwest américain. Un ferrailleur, dont le nom n'a jamais été révélé publiquement, parce qu'il l'a demandé ainsi, parcourt les stands à la recherche de métal à revendre. C'est son métier. Et dans un stand parmi d'autres, il voit un objet qui attire son attention. Un œuf en or avec un socle à 3 pieds. À l'intérieur, une montre de la marque Vacheron Constantin. Il l'achète. Il paie 14 000 $. Une somme élevée pour un marché aux puces, mais raisonnable si l'or est vrai et la montre fonctionne. Son plan est simple, le revendre pour 15 000 et faire un petit bénéfice et passer à autre chose. Mais personne n'en veut. Le prix, disent les acheteurs potentiels, est trop élevé pour ce que ça semble être. L'œuf reste chez lui, dans la cuisine, à côté de quelques cupcakes, selon le témoignage ultérieur de l'antiquaire londonien qui allait finalement le voir. Ainsi, sur le plan de travail d'une cuisine dans un état non identifié du Midwest américain, à côté d'une autoroute et d'un Dunkin' Donuts, reposa pendant des années l'un des objets les plus recherchés de l'histoire des arts décoratifs. En 2012, le ferrailleur décida d'en savoir un peu plus. Il tapa sur Google 2 mots, Egg et Vacheron Constantin. Un article du Télégraphe sur les œufs impériaux perdus de Fabergé apparut. Dans cet article, il y avait une photographie, et sur cette photographie se trouvait, et sans aucun doute possible, son œuf. Il prit un avion pour Londres. Kieran McCarthy, directeur de Wartsky, la maison londonienne spécialisée dans les objets russes, qui avait été, des décennies plus tôt, l'un des principaux acheteurs des pièces vendues par les soviétiques, reçut le ferrailleur dans sa galerie. Selon McCarthy lui-même, lorsqu'il vit la photographie que l'homme lui apportait, il ressentit un frisson dans la colonne vertébrale. Ces mots, rapportés dans la presse, furent ceux-ci. C'était comme si le Saint Graal était entré par la porte de la galerie. L'œuf s'avéra être le 3e œuf impérial, fabriqué en 1887 par le maître orfèvre August Holmström, sous la direction de Karl Fabergé. Offert par le tsar Alexandre III à l'impératrice Maria Féodorovna à Pâques de cette année-là, confisqué par les bolcheviks et vendu par les soviétiques à un moment entre 1920 et 1930. L'itinéraire exact reste, selon les historiens, impossible à reconstituer avec certitude. Mis aux enchères à New York en 1964, comme montre en or, en forme d'œuf pour 2 450 $, sans que personne ne sache ce que c'était vraiment, et acheté dans un marché aux puces pour 14 000 $ par un homme qui faillit le fondre. L'expert y indépendant, Gesa von Habsburg, autorité mondiale sur les pièces Fabergé, l'examina et confirma son authenticité. La valeur estimée, selon des sources spécialisées, environ 33 millions de $. Le ferrailleur, qui avait payé 14 000, reçut, selon ce qu'on dit, une somme qui changea sa vie pour toujours. L'acheteur final demanda l'anonymat. Et selon les déclarations de McCarthy, il est très probable que cet œuf ne réapparaisse pas en public avant des décennies. Mais cet œuf n'est pas le seul à avoir généré des chiffres qui défient la compréhension. En novembre 2007, l'Uf Rothschild, techniquement une horloge en forme d'œuf commandée par la famille Rothschild, et non un œuf impérial, fut mise aux enchères chez Christie's Londres
pour 8 900 000 livres sterling. Ce fut à l'époque le prix le plus élevé jamais payé pour un objet russe et pour une montre dans l'histoire des ventes aux enchères. En 2025, l'œuf d'hiver, remis au tsar Nicolas II en 1913, est couvert de 3000 diamants, en motif flocon de neige, fut présenté chez Christie's Londres avec une estimation sur demande. Selon les sources spécialisées, et les prix évoqués pour des pièces de cette catégorie dépassent les 30 millions de dollars. Et en 2004, l'oligarque russe Viktor Vekselberg paya, selon ce qu'on dit, plus de 100 millions de dollars pour neveux impériaux de la collection Forbes, les transféra à Saint-Pétersbourg et construisit pour eux le musée Fabergé dans le palais Chouvalov, inauguré en 2013. Mais il y a une dimension de ce marché que les chiffres spectaculaires tendent à masquer, et c'est le marché parallèle, celui des faux. Parce que si l'or et la célébrité ont quelque chose en commun, c'est qu'ils attirent tous les deux les imitateurs. Le terme technique qu'utilisent les spécialistes est faux berger, une combinaison du mot français « faux » et du nom « Fabergé ». Il fut inventé par Gessa von Habsburg lui-même en 1994. Et l'ampleur du problème est, selon les experts, est considérable. Lors d'une exposition organisée en Europe, il y a quelques années, des experts indépendants estimèrent qu'environ 40% des 91 objets présentés comme des Fabergé authentiques étaient, selon Mossou, faux ou d'authenticité douteuse, 40 sur 100, dans une exposition avec des prétentions de rigueur académique. La détection des faux dans ce marché est, selon les spécialistes, extraordinairement complexe. Les techniques de datation des métaux et des émaux ont progressé, mais les faussaires aussi. Et le prestige du nom, ce même nom que Samuel Rubin acheta pour 25 000 $, fait que la tentation de falsifier est proportionnelle au prix que le marché paye pour l'authentique. On dit qu'il existe des pièces dans des collections privées du monde entier dont l'authenticité n'a jamais été vérifiée de façon indépendante, que certaines familles se transmettent depuis des générations ce qu'elles croient être un Fabergé original, sans qu'on en ait jamais eu la certitude absolue, et que la frontière entre l'authentique et ce qui semble simplement authentique est, dans ce marché plus que dans tout autre, dangereusement mince. Ce qui est absolument certain, c'est ceci. Des 50 œufs impériaux originaux, 44 ont un emplacement connu aujourd'hui. 10 se trouvent à l'armurerie du Kremlin à Moscou, 9 au musée Fabergé de Saint-Pétersbourg, plusieurs au Virginia Museum of Fine Arts, certains dans la collection royale britannique, et quelques-uns entre les mains de collectionneurs, privés dont le nom n'est pas toujours public. Les 6 restants sont toujours portés disparus. Et selon les historiens spécialisés, l'hypothèse la plus répandue n'est pas qu'ils soient détruits, c'est qu'ils se trouvent quelque part dans le monde, dans une maison, dans une collection, sans que leur propriétaire sache exactement ce qu'il possède, ou peut-être qu'il le sait, et préfère ne pas le dire, parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans une cuisine du Midwest américain, pendant près d'une décennie, un objet de 30 millions de $, à côté de quelques cupcakes, attendant que quelqu'un pose les bonnes questions à Google, mais pendant que les œufs voyageaient à travers le monde, et que le nom Fabergé passait d'entreprise en entreprise, et quelque chose d'autre était en train de se passer. Quelqu'un tentait de rendre ce nom à sa place légitime, pas avec des avocats, mais avec une collection de bijoux et une date très précise, 9 heures, 9 minutes et 9 secondes, le 9 du 9e mois de l'an 2009,
le 9 septembre 2009, à 9h, 9 minutes et 9 secondes du matin, à Goodwood House, un manoir aristocratique dans le Sussex, en Angleterre. Des bouteilles de champagne furent débouchées. Ce n'était pas une célébration ordinaire. C'était, selon ceux qui étaient présents, le moment où la famille Fabergé prononçait de nouveau son propre nom à voix haute, pour la première fois depuis 90 ans. Mais pour comprendre ce qui se passa ce jour-là, il faut comprendre ce qui se passa 2 ans plus tôt, et ce qu'il en coûta pour y arriver. En janvier 2007, la société d'investissement Pallinghurst Resources, basée à Londres, spécialisée dans les ressources naturelles et les actifs de luxe, annonça qu'elle avait acquis d'Unilever la totalité des droits mondiaux sur la marque Fabergé. Le prix payé fut, selon les registres disponibles, 38 millions de dollars. L'entreprise créée pour gérer ces droits s'appela Fabergé Limited, enregistrée dans les îles Caïmans. Jusqu'ici, une transaction corporative de plus dans la longue chaîne de transfert du nom. Mais ensuite, ils firent quelque chose qu'aucun des propriétaires précédents n'avait fait. Ils appelèrent la famille Sarah Fabergé, arrière-petite-fille directe de Pater Carl, fille de Theo Junior, et qui avait passé la majeure partie de sa vie adulte à travailler dans la formation et le développement managérial, reçut cet appel en 2007. Elle avait alors 49 ans. Son père, Théo, était gravement malade, atteint de démence avancée. Et selon ses propres déclarations rapportées dans des interviews ultérieures, ce fut l'une des périodes émotionnellement les plus complexes de sa vie. Elle signa le contrat pour rejoindre le Fabergé Heritage Council en juin 2007. Son père mourut des semaines plus tard, en août. Selon ce qu'elle a raconté elle-même, elle réussit à lui expliquer avant qu'il perde conscience que le nom revenait, d'une certaine façon, à la famille, que ce pourquoi ils avaient attendu pendant des décennies était en train de se produire. On dit qu'il comprit, et qu'il laissa aller peu après. Sa cousine, Tatiana Fabergé, également arrière-petite-fille de Karl, née à Genève en 1930, chercheuse retraitée du CERN et auteure de plusieurs livres sur l'histoire de la maison, fut la première de la famille à accepter de participer au projet. Selon des sources proches du processus, Tatiana travaillait depuis des décennies à préserver et de documenter l'héritage historique de son arrière-grand-père. Elle avait visité les bureaux d'Unilever à Paris dans les années 90 pour tenter de leur expliquer l'importance du nom qu'ils avaient acquis. Elle avait écrit, elle avait cherché, elle avait attendu. Lorsqu'en 2007, on lui apprit que la marque souhaitait de nouveau se réunir avec la famille, sa réponse fut consignée dans des documents publics. Elle dit « J'ai rêvé de ce moment pendant des décennies ». Elle mourut en février 2020, dans sa résidence proche de la frontière suisse. La même région où son arrière-grand-père Karl était mort 100 ans plus tôt, exilé et brisé. Le relancement officiel eut lieu en septembre 2009. 100 pièces de haute joaillerie, dessinées par le joaillier parisien Frédéric Zahavi, dont le nom, selon ce qu'on raconte, fut retrouvé par Tatiana lors d'une conversation avec la directrice créative de l'entreprise pendant un dîner dans un restaurant libanais de Mayfair. Tatiana ne se souvenait pas exactement du nom. Elle alla le chercher dans son agenda de 2007 et le trouva. Ce détail anodin, selon des sources internes, fut déterminant pour la direction artistique du relancement. La collection fut présentée à Goodwood House. La boutique inaugurale ouvrit à Genève en décembre de la même année. En 2011 arrivèrent les premiers pendentifs en forme d'œuf, les premières pièces en forme d'œuf
fabriqués sous le nom Fabergé depuis que la famille avait été réunie avec la marque en 1917. Mais il y a une question à laquelle ce relancement n'a pas encore pu répondre, et qui, selon des sources proches des héritiers, reste la question centrale au sein de la famille. Est-ce une résurrection, ou est-ce simplement une autre forme de la même appropriation, cette fois avec le consentement des Fabergé? Parce que les faits sont ceux-ci. La marque reste la propriété de Fabergé Limited, non de la famille. Le rôle de Sarah Fabergé est consultatif. Le Heritage Council conseille, oriente, représente. Mais il ne possède pas. Il ne décide pas en dernier ressort. Il ne contrôle pas. En 2014, Fabergé Limited fut acquise par Semg Capital, elle une société d'investissement technologique, pour 50 millions de dollars. Un nouveau transfert, un nouveau propriétaire corporatif. La famille fut informée. Elle continua dans son rôle consultatif. Elle continua d'être le visage historique d'une entreprise qui, en termes juridiques et financiers, ne lui appartient pas. Selon les déclarations publiques de Sarah Fabergé, elle voit son rôle comme celui de quelqu'un qui a un pied dans le passé et l'autre dans l'avenir, qui essaie de s'assurer que l'esprit de son arrière-grand-père, son exigence, son refus de se répéter, sa conviction que le vrai luxe réside dans l'irremplaçable, ne disparaissent pas complètement dans la mécanique corporative. Peut-être a-t-elle raison, peut-être que cette présence compte. Peut-être que le fait qu'il y ait un Fabergé de sang dans la salle lorsque des décisions sont prises sur le nom change quelque chose qui ne peut pas se mesurer en bilan financier. Ou peut-être est-ce, comme certains historiens le suggèrent en privé, une façon très élégante de garder la famille proche sans lui rendre ce qu'elle a perdu. La vérité, comme presque toujours dans cette histoire, se trouve probablement quelque part entre les deux versions. Il y a un palais du XVIIIe siècle au bord de la rivière Fontanka, à Saint-Pétersbourg. Il s'appelle le palais Chouvalov. Pendant des décennies, il fut le siège d'organismes soviétiques, puis il fut abandonné, puis restauré. Et en novembre 2013, il ouvrit ses portes en tant que musée Fabergé. À l'intérieur se trouvent 9 œufs impériaux, les mêmes que Victor Vekselberg acheta en bloc aux héritiers de Malcolm Forbes en 2004, selon ce qu'on dit pour plus de 100 millions de dollars, afin d'éviter qu'ils ne partent aux enchères publiques et se dispersent dans des collections privées. Vekselberg a déclaré publiquement qu'il les acheta parce qu'il croyait qu'ils appartenaient à la Russie, qu'ils faisaient partie de son histoire, et qu'il voulait que les Russes puissent les voir. C'est une affirmation que les historiens accueillent avec nuance, mais le résultat est concret. 9 œufs impériaux qui passèrent des décennies à New York se trouvent aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, à quelques kilomètres de là où ils furent fabriqués. Le musée Fabergé de Saint-Pétersbourg abrite aujourd'hui la plus grande collection d'œufs impériaux du monde. Mais ce n'est pas le seul endroit où le travail de Karl Fabergé survit. L'armurerie du Kremlin à Moscou conserve 10 œufs impériaux, ceux que les soviétiques décidèrent de ne pas vendre dans les années 30. La collection royale britannique possède, selon les registres disponibles, la collection Fabergé la plus vaste et la plus diverse du monde, en dehors de la Russie. Des centaines de pièces, allant des œufs aux figurines d'animaux taillées dans des pierres dures, accumulées pendant des décennies par la famille royale britannique dont les liens avec les Romanov faisaient du Fabergé un cadeau naturel entre maisons royales. Le Virginia Museum of Fine Arts, à Richmond, abrite une autre collection significative. Le Musée d'art de la Nouvelle-Orléans, le Metropolitan, des institutions en Allemagne, en France, au Danemark. Au total,
Les spécialistes estiment qu'il existe plusieurs milliers de pièces authentiques de la maison Fabergé répertoriées dans des collections publiques et privées du monde entier. Un nombre qui semble grand jusqu'à ce qu'on se rappelle qu'entre 1882 et 1917, l'entreprise produisit entre 150 000 et 200 000 objets. Ce qui reste dans les musées est, selon les historiens, une fraction de ce qui exista. Le reste se dispersa, se perdit, fut fondu ou se trouve en lieu inconnu. Et puis, il y a les 6 œufs impériaux qui n'ont toujours pas réapparu. 6 objets qui furent autrefois des cadeaux d'un tsar à son épouse, qui traversèrent la Révolution, les ventes soviétiques, le marché international de l'art, et qui, à un moment du chemin, perdirent leur nom, leur histoire, leur contexte. L'hypothèse la plus répandue parmi les experts n'est pas qu'ils soient détruits, c'est qu'ils se trouvent quelque part, dans une collection privée, peut-être transmise de génération en génération, sans que personne ne sache exactement ce qu'ils étaient, ou dans un marché aux puces, attendant que quelqu'un tape les bons mots dans un moteur de recherche, parce que ça s'est déjà passé une fois, dans une cuisine à côté de quelques cupcakes. Et selon les spécialistes, ça pourrait se reproduire. Mais il y a quelque chose qu'aucun musée ne peut conserver, quelque chose qui n'a ni vitrine ni prix aux enchères. Et c'est la question que ce documentaire a tenté de construire depuis le début. Qu'est-ce qui resta exactement de la maison Fabergé? Parce que si la réponse, ce sont les objets, ils sont à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Londres, à Richmond, et dans des collections privées d'oligarques et de familles royales, dispersés mais conservés, vivants. Si la réponse c'est le non, il est entre les mains d'une entreprise dont le siège est aux îles Caïmans, qui produit des bijoux haut de gamme et possède des boutiques à Genève, à Hong Kong et à Dubaï. Un nom qui vaut des dizaines de millions de dollars et que la famille qui l'a construit vendit, ou plus exactement, perdit, pour 25 000. Mais si la réponse est autre chose, si ce qui reste est quelque chose de plus difficile à quantifier, alors peut-être faut-il regarder Sarah Fabergé, arrière-petite-fille de Karl, qui travaille d'aujourd'hui comme directrice de projets spéciaux de Fabergé Limited depuis un bureau à Londres, ou son fils, Joshua, qui gère le commerce électronique de la même entreprise. Une 4e génération de Fabergé, travaillant pour une entreprise qui porte leur nom de famille, mais ne leur appartient pas. Selon les déclarations publiques de Sarah, elle voit dans ce travail une forme de continuité, de présence, de s'assurer que l'esprit de Peter Karl, son exigence, son refus du médiocre, sa conviction que chaque objet doit être irremplaçable, ne disparaissent pas complètement dans la mécanique corporative. Elle a peut-être raison. Peut-être que cette présence compte. Peut-être que le fait qu'il y ait un Fabergé de sang dans la salle, lorsque des décisions sont prises sur le nom, change quelque chose qui ne se mesure pas en bilan financier. Ou peut-être est-ce, comme certains historiens le suggèrent en privé, une façon très élégante de garder la famille proche sans lui rendre ce qu'elle a perdu. La vérité, et comme presque toujours dans cette histoire, se trouve probablement quelque part entre les deux versions. Ce qui est certain, la seule chose absolument certaine dans toute cette histoire, c'est ceci. En 1885, un homme ouvrit une coquille d'or blanc. À l'intérieur, un jaune. À l'intérieur du jaune, une poule. À l'intérieur de la poule, une couronne avec un rubis. Et l'impératrice de Russie resta silencieuse pendant plusieurs secondes. Ce silence engendra un empire. L'empire fut détruit 2 fois. Une par une révolution, une autre par un papier avec un cachet et 25 000 $.
Le nom survécut aux deux destructions, bien qu'en d'autres mains. Les objets survécurent dispersés à travers le monde, et la famille survécut aussi, bien que sans ceux qui lui appartenaient. Il y a dans cette histoire quelque chose qui dépasse les Fabergé, et quelque chose qui a à voir avec ce que nous construisons, avec qui s'en empare quand nous ne pouvons plus le défendre, et avec si le nom de quelque chose, sa marque, son étiquette, son cachet, est la même chose que son âme. Car le Fabergé ne le croyait pas ainsi. Pour lui, la valeur n'était pas dans le nom. Elle était dans les mains, dans les heures, dans le détail que personne n'allait voir, mais qu'il savait être là. C'est peut-être pour cela que, malgré tout ce qui fut perdu, ce que ses mains firent est encore là, dans des vitrines de musées, dans des collections royales, dans des cuisines de maisons anonymes près d'autoroutes et de beignets, attendant, comme ont toujours attendu les plus belles choses, que quelqu'un sache les reconnaître. L'histoire des Fabergé n'est pas unique, et c'est le schéma de presque toutes les grandes fortunes que le XXe siècle détruisit et reconstruisit sous d'autres noms. Il y a une famille dont l'histoire suit ce même schéma, mais avec une différence cruciale. Ils récupérèrent le contrôle, et ce qu'ils en firent est l'une des histoires de pouvoir, de trahison et de résurrection les plus extraordinaires de l'Europe du XXe siècle. Mais avant d'arriver à eux, il y a quelque chose que Versailles cachait, quelque chose qui se passait la nuit, à l'intérieur de ses murs, et que l'histoire officielle a préféré ne pas tout à fait raconter. Les secrets de Marie-Antoinette, ce que Versailles cachait vraiment la nuit.